Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Charles de Box Attitude. Donc je suis très content de t'avoir avec moi pour cette vidéo. Surtout parce qu'on va parler d'un boxeur que je sais que tu affectionnes particulièrement, donc Deontay Wilder. Est-ce que déjà tu confirmes que tu as une petite sensibilité particulière pour ce boxeur? Déjà, merci pour l'invitation. Salut à tout le monde. J'apprécie bien Deontay Wilder. Ça m'a valu pas mal de critiques en tant que analyste boxe. Les gens me disaient comment tu peux supporter ce mec-là. Mais oui, je vais développer dans cette vidéo, mais je dois dire que j'ai une affection particulière pour Deontay Wilder. Alors ça, on en parlait du coup, je disais juste, le but de ce podcast, ça va être de parler un peu des temps forts de la carrière de Wilder, de revenir un peu dessus, sur les trucs un peu clivants aussi, le personnage, pour arriver à aujourd'hui du coup où on en est sur Wilder concrètement et les questions qu'on se pose un peu, et il y en a pas mal. Et avant de commencer, moi ce que je voulais savoir déjà, première question, c'est toi, comment tu l'as découvert en fait Wilder, comment tu t'es intéressé à lui, et justement tu te soulignais du coup pourquoi aussi est-ce que tu t'intéresses à lui quand on se dit les puristes en général, ça reste un boxeur atypique avec un style un peu particulier? Moi, Wilder, c'est le nouveau champion du monde américain. C'est les Américains qui reprennent un titre. Et c'est un truc, on s'en rend plus compte là, parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus au final. Mais c'était un événement. C'était un événement après un règne. Alors, c'est un peu faux parce que Berman Stiverne, il est d'origine quoi, lui? Je sais pas du tout, il est pas anglais, Stiverne? Non, anglais non, ou américain? Ouais, mais en fait, il est américain, mais Wilder, c'est le nouveau champion américain. Il est le renouveau. Un champion qui, quand il arrive en tant que challenger, il a gagné tous ses combats par KO. Absolument tous. Il est invaincu. Il est médaillé quand même, il faudra signaler quand même qu'il est médaillé olympique. Je pense qu'on va revenir un peu sur son parcours, mais il représente ça. En fait, il représente l'Amérique qui se retrouve un champion, un vrai champion, entre guillemets, parce qu'il était déjà très critiqué à cette époque-là. Alors, c'est le premier combat et le seul qu'il gagne à la limite des juges, donc c'est aussi à signaler. Et donc là, moi, je m'intéresse à lui parce que c'est le nouveau grand champion américain. Et puis après, surtout que la même année, il va faire son combat contre Duhaupas, qui va être un très gros combat avec un Français. Donc, cette année-là, 2015, c'est vraiment le moment où je me mets à suivre Deontay Wilder. Et tu l'avais un peu checké du coup avant, ou c'est vraiment 2015 où tu suis le truc, tu commences à te mettre dedans Alors, je l'avais un peu checké, mais pas plus que ça, parce qu'il n'était pas très médiatisé. Très sincèrement, il n'était pas très médiatisé. Les caméras étaient déjà beaucoup plus sur Anthony Joshua, qui récupérait toute la lumière. Et il y avait un autre duel quand même qui marquait tous les esprits à ce moment-là, c'était Klitschko-Fury. Et c'est le grand tournant du réveil de la boxe poids lourd, ça aura été Tyson Fury. Donc les lumières étaient plus sur déjà Tyson Fury et Anthony Joshua à ce moment-là. Mais Deontay Wilder va faire son parcours en parallèle, finalement. Est-ce que du coup c'est ça que toi tu kiffais par exemple chez lui, c'est le côté justement un peu le mec à côté, parce que je me souviens d'une vidéo que tu avais faite où justement tu disais que Wilder tu l'avais aimé parce que t'en pouvais plus de l'époque de Klitschko, même Fury au final c'était sale et tout, tu vois, donc est-ce qu'il y a aussi ça qui t'a attiré chez lui, voilà, ce côté un peu différent en fait? Exactement. Il représente, il est différent dans tous les sens du terme. Il est différent dans sa boxe, il met des KO spectaculaires, ses combats sont électriques. C'est pas un boxeur dans l'âme, tu vois, c'est un assassin, c'est un tueur qui monte sur le ring. Et à côté de ça, on avait Klitschko qui nous endormait. On avait Joshua, donc certes, c'était l'époque où Joshua, ses combats étaient attractifs, mais c'était un peu la machine médiatique, le parcours bien, tu vois, c'était un train qui était sur des rails, et on sentait que rien ne pouvait l'arrêter. Et Tyson Fury qui était aussi, mais moi, je ne pouvais plus de Tyson Fury à cette époque-là. C'était le nouveau phénomène de la boxe, mais moi, il ne me plaisait pas, Tyson Fury. Moi, je me rappelle d'une vidéo, quand j'en parle, je fais les Oscars de la boxe, et je dis, mais c'est une catastrophe cette année. On a Tyson Fury qui est devenu le nouveau champion. Et voilà, et on était dans cet état-là, dans cet état d'esprit à l'époque. Il faut pas renier ce moment-là. Mais ce qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils ont mis un coup de balai en fait sur cette catégorie des lots. Donc tous, avec leur profil atypique, ils ont fait du bien.
que ce soit Joshua, qui soit hyper policé, léché dans sa boxe, il a fait du bien. Que ce soit Tyson Fury, le côté foufou, spectaculaire, cette grande perche là, grassouillet, mais qui tape Klitschko, ce que personne n'avait fait. Et Wilder, qui est le côté l'américain, quoi, hyper sûr de lui, le bel athlète. C'est un magnifique athlète. C'est mon exemple, je dirais, en tant qu'athlète. C'est vrai. Et puis même, il a des qualités naturelles. Il a des réflexes, il a une vitesse. On pourra en parler aussi de ça. Et le mec qui met des KO, le mec qui éteint ses adversaires. Donc ils ont tous servi, en fait, les trois finalement, à faire ce renouveau de la boxe. Et donc on peut que les remercier, les trois, avec leurs défauts et leurs qualités. Et ils ont quand même fait du bien. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, mon cœur battait pour Deontay Wilder. Parce que ce qui est intéressant, je trouve, chez Wilder, c'est que avant de rentrer vraiment dans son style, dans le fil de sa carrière, c'est aussi que t'as le personnage Wilder où t'as d'un côté le mec qui commence la boxe pour sa fille qui a une maladie congénitale, donc je crois que c'est colonne vertébrale, moelle épinière, donc un truc très grave, très rare. T'as d'un côté ce mec-là, en fait, cet homme-là qui fait ça pour sa fille, et de l'autre le personnage un peu facétieux qu'on connaît, qui dit qu'il veut un morceau le ring, etc. En fait, pour moi, c'est est-ce qu'il y a vraiment un personnage Wilder, est-ce qu'il y a un homme un peu derrière le masque, est-ce que c'est un truc qui toi aussi t'a intéressé dans le bonhomme? Alors exactement, il y a l'homme et le personnage. L'homme, c'est ce gars qui s'est mis à faire du sport pour soigner sa fille, pour médicamenter sa fille, parce qu'elle a une maladie très rare. Et aux États-Unis, on sait que ils ont pas la chance que nous on a en France. Et si t'as pas d'argent, c'est très compliqué d'avoir une petite fille handicapée à la maison. Et donc il est jeune et il faut qu'il ait de l'argent vite. Puis finalement, il va bifurquer dans la boxe parce que je crois qu'il faisait du football américain à la base. Et il va faire une courte carrière amateur, mais quand même, il réussit à avoir une médaille olympique. Il faut lui accorder ça aussi. Enfin, bravo à lui, c'est de rapidement avoir obtenu une médaille olympique, c'est fort. Puis il passe professionnel. Bon, il prend le temps qu'il faut et puis il arrive à devenir même un champion du monde. Et puis il y a le personnage qui a compris que ce qui fait sa force, c'est qu'il a un punch de fou furieux et qui peut coucher n'importe qui. Et donc, en fait, il va en jouer. Et il va de plus en plus en jouer jusqu'à devenir cet assassin qui va même jusqu'à dire je vais peut-être être un peu choquant, mais tu frappes quelque part pour tuer ton adversaire quand t'es boxeur. Je veux dire, si c'est un jour je remonte sur le ring en compétition, je frappe pour faire le plus mal possible à l'adversaire. C'est lui ou moi sur le ring. Ouais. C'est lui ou moi. Arrête de là, espérer qu'il soit mort à la fin. Non, mais voilà, après de là à déclarer que je veux qu'il meure, non. Moi, j'ai plus quand même la mentalité à la John Alogmous, qui est un rugbyman, qui faisait une prière avant chaque match de rugby et qui disait « J'espère que tout le monde s'en sortira en bonne santé ». Donc, je préfère qu'on garde cet esprit-là quand même de compétiteur. Mais c'est un sport de contact, c'est les poids lourds, c'est des mecs qui font plus de 100 kilos, qui s'envoient des parpaings. Moi, mes parents ont vu un mort sur le ring, tu vois, ils ont assisté à un combat, le mec est tombé, mort. Ma mère, c'est un truc qui l'a traumatisé, ça. Donc, j'imagine la pauvre, son fils qui fait de la boxe derrière. Ah ouais. Mais voilà, c'est C'était où? C'était en France? C'était en France, ouais, bien sûr, c'était en France. Mais oui, mais les coups, ils sont pareils qu'ils sont en France ou au Mexique. Hein. Non, mais je savais pas du coup s'il l'avait vu à l'étranger. Ou... Non, mais je te vanne, mais c'est pour te dire que la mort, elle est présente au-dessus du ring. Elle est présente plus que dans n'importe quel sport parce que les gars se mettent des coups pour détruire son adversaire et surtout qu'il y a quelque chose dans ta frappe qui est aussi la peur de toi être touché et tué. Parce que tu vis aussi avec cette idée que tu peux être touché, tu peux être handicapé, tu vois. Après, c'est vrai que de t'en vanter, non. Mais c'est les Américains. Les Américains, ils ont toujours fait ça. Ils sortent des phrases scandaleuses et c'est fait pour choquer. Et ça, je rebondis sur ce que je disais, bon, ça te dit grâce à un minimum, mais bon, pareil, on va parler d'un boxeur que je sais que t'aimes bien. C'est vrai que Tyson, par exemple, il disait, lui, il voulait dégommer son adversaire le plus vite possible parce qu'il avait peur sur le ring et qu'il voulait que ça dure le moins de temps possible, quoi. Donc c'est hyper juste ce que tu dis, je trouve, sur le côté, tuer avant de se faire tuer, quoi. C'est ça. Après Tyson, on pourrait aussi en parler pendant des heures, mais non, mais il en est devenu une légende de la rage et du tueur. Ouais. Que toutes les phrases qu'on ressort en disant que c'est Tyson qui les avait sorties, alors que pour la plupart, j'ai des gros doutes, hein, mais c'est vrai qu'il a dit des choses complètement folles.
mais parce que ça fait partie aussi du mythe. Quand tu es un boxeur puncher, tu sais que dans la tête de tes adversaires, il faut au maximum qu'ils rentrent sur le ring en se disant putain, mais ça se trouve, il va me tuer ce mec-là. Ça se trouve, il va me tuer. Et ça fait aussi partie de ton combat. C'est-à-dire que tu lances ton combat en faisant ce genre de déclaration. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus même, tu vois, dans l'attitude, je trouve que Wilder, j'en parlais quand je faisais un podcast sur Beterbiev justement, où je trouve que lui, il est vachement, tu sais, calme, composé, il va pas aller un peu, il va s'arrêter quand il voit qu'il a fracassé l'autre. Wilder, tu dis, lui, il faut que tu le jettes dans les cordes pour qu'il s'arrête de te frapper alors que t'es KO complet, quoi. Et c'est vrai que ça fait partie du truc. Et c'est vrai que au début, quand il commence, il a quand même un style très très atypique parce que techniquement, voilà, c'est pas ça, mais il a un punch de malade et il est un peu. Les gens se moquent un peu de lui quand même au départ, les boxeurs qui sont censés être les futurs top, et le mec, il arrive à rafler une médaille. Je veux dire, c'est quand même, en termes de mental, de volonté, aussi pareil. Je pense quand on aime la boxe, qu'on fait de la boxe aussi, ce côté arriver à se conditionner mentalement. Et on va parler après. Je trouve que c'est intéressant ce volet-là. Le conditionnement mental, c'est fou d'arriver à croire en soi. Mais c'est incroyable dans ce que tu dis, c'est que on s'est toujours moqué de lui, toujours. Que ce soit au tout début, en amateur, dans les rangs professionnels, et même quand il est devenu champion du monde. C'est-à-dire, imagine, tu te lances dans un domaine et que tout le monde se fout de ta gueule. Tout le monde te dit que tu n'y arriveras jamais. Et tu persistes. Et tu deviens le meilleur dans ce domaine-là. Et que même quand tu deviens le meilleur, on se moque de toi. Imaginez la vie de ce gars. Sur sa carrière à date aujourd'hui, Wilder, j'ai pris une petite note, il a 44 combats, 42 victoires, donc 41 par KO. Tu l'as souligné tout à l'heure, il n'y a qu'un combat qui est allé au bout, c'était contre Bermane Stiverne, qu'il a mis d'ailleurs KO quelques combats plus tard, donc en 2015, et c'est à lui qui prend du coup à ce combat qui va au bout, donc la ceinture WBC, tu l'as dit aussi, et au final il a que donc, un nul et une défaite contre un même boxeur qui est sa bête noire et qu'il reste à ce jour, donc Tyson Fury. On va en parler. Et avant ce premier combat contre Fury, voilà, Wilder c'est un bulldozer, quoi. Donc tu me disais tout à l'heure que tu avais regardé des combats et qu'il y avait des combats qui t'avaient un peu marqué. C'est quoi toi les combats que t'as particulièrement apprécié de Wilder, ceux qui t'ont fait kiffer? Tous, je les aime et je les aime pas. Avant Fury, hein. Fury c'est le premier stop. Mais pour répondre à ta question, parce que comme on allait faire cette vidéo ce soir, je me suis dit il faut quand même que je me remette un peu dans l'ambiance et je me mate un combat avant qu'on s'appelle. Et j'ai choisi son premier combat contre Luis Ortiz. Parce que c'est un combat, en le regardant maintenant avec tout ce qui s'est passé, je me dis mais j'aurais dû comprendre que ce mec-là, il avait un cœur et un menton de fou. Parce que qu'est-ce qu'il prend dans ce combat-là? Alors, Luis Ortiz est un très bon boxeur. Vraiment, il a la technique, c'est un boxeur cubain. Ils ont la boxe dans les gènes, ces gars-là. Les placements, l'attitude, en plus c'est un gaucher, donc ça perturbe beaucoup Wilder qui a du mal à l'appréhender, qu'il le cadre bien. Et alors, Ortiz, il est pas bête, il est vieux, il sait que s'il prend le mauvais coup, c'est fini pour lui, donc il temporise beaucoup dans ce combat-là. Le public passe pas mal de temps à huer les deux boxeurs, et dès qu'il y a des accélérations du côté de Ortiz et qu'il touche très bien, le public comme des fous, ils sont comme des fous. Et ce qui est marrant, c'est que là aussi, on voit tout ce qu'il fait Wilder. À un moment, il met un crochet du gauche, il part complètement, tu vois, il se dévisse et il est complètement en déséquilibre. Et t'as la foule qui rigole, t'as des mecs dans la foule qui se moquent de lui. On se moque de ce mec-là. Et puis dès sur un coup, qui sort de nulle part, il ébranle Ortiz et tout le monde est, tu vois, scotché. Et dès que c'est Ortiz qui envoie des séries incroyables, il me fait tout rentrer. En plus, Ortiz, quand on regarde le combat, qu'on l'analyse, il est très intelligent. À plusieurs moments, quand il est touché, il va attendre que Wilder revienne, désaxer et rentrer le bras arrière, parce que contre une garde inversée, parce que bon, c'est lui qui est en garde inversée, mais forcément tous ses adversaires sont en garde normale, mais c'est inversé pour lui. Il faut rentrer le bras arrière, qui rentre très très bien dans la garde du boxeur que tu affrontes. Et ça, il le fait bien. Il sait qu'il y a des ouvertures dans la boxe de Wilder, et il essaye de les exploiter. Il le travaille beaucoup au corps dans ce combat-là. Et ça rentre. Mais Wilder, il est sûr de lui, il encaisse, il se motive dans le combat, il se tape sur la poitrine, il lui dit non, alors qu'il est touché, mais il est touché comme jamais peut-être dans sa carrière. Il est complètement ébranlé, il fait des esquives bizarres. Enfin, mais ce mec, il est incompréhensible quand on regarde ça. Il est incompréhensible. Et il passe un round, je sais plus, c'est le 7 ou le 8, je crois. Mais c'est l'enfer, ce qu'il ramasse dans ce round-là. Il retourne dans son coin, il dit mais comment il arrive encore à marcher?
Et puis à la fin, il retourne le combat. Et puis il envoie Ortiz au tapis à plusieurs reprises. Et puis après, sur un terrible uppercut qui termine. Donc voilà, j'ai revu ce combat-là. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça Wilder. Il peut en prendre plein la tête. Et il est persuadé que non, il ne s'arrêtera pas. Et puis, il ne posera pas un genou à terre. Il restera debout. Il en prendra plein la tronche, mais il restera debout. Et il croira en son punch. Toute sa vie, il a cru en son punch. Il a raison, parce que sur ses 42 victoires, il y en a 41 où il envoie l'adversaire faire dodo, quoi. C'est extraordinaire, ce mec-là. Et puis même contre Fury, sur les 2 combats, il y en a un où il l'envoie aussi au tapis. Donc, ouais. Et tu disais sa bête noire, mais sa bête noire, il a fait que ce soit qui ? Il fallait que ce soit le meilleur boxeur de notre génération, sa bête noire. Donc c'est pas n'importe qui, en plus, qui l'a arrêté. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est fou. Ça justement, on va en reparler parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier contre qui il est tombé quoi, par rapport aux critiques qu'il reçoit maintenant. Et c'est vrai qu'on en parlait aussi, pareil. Enfin, du coup, tu mentionnais le combat contre Duhaupas. Moi, c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui m'avait marqué assez positivement du coup sur Duhaupas parce que c'était le moment où Wilder il faisait peur à tout le monde et tout ce qu'il avait encaissé. Et, enfin, un super combat de Duhaupas quoi. Donc moi, c'est vrai que ça m'avait bien marqué ça. Et donc, comme on le disait, carrière phénoménale où il explose tout le monde. Et puis là, le combat contre Fury. Donc Fury à qui il tend la main parce que Fury qui boxait plus depuis 2 ans. Donc après le fait qu'il ait pris les ceintures, donc tombé dans la drogue, la dépression, tout ça. Donc Wilder en plus lui tend la main pour qu'il revienne en acceptant un combat alors que le mec sort de nulle part. Donc en vrai, beau geste de Wilder, tu vois, alors que Joshua se foutait de sa gueule, la Fury, etc. Donc c'est pas mal. Et c'est vrai que sur le contexte de ce combat, moi je me souviens que tout le monde disait ouais, Fury il est gros, il a pas boxé depuis 2 ans, Wilder va l'atomiser. Et Tony Yoka justement, je sais qu'il était invité, je crois que c'est sur Canal, je crois, le combat. Et Yoka disait attention, Fury c'est pas n'importe qui, la boxe c'est pas du bodybuilding, Fury il peut gagner. Et toi, l'avant-combat, t'y croyais un peu au retour de Fury ou... Alors déjà, pour revenir sur ce que tu as dit, le geste de Wilder envers Fury, c'est pas la première fois qu'il faisait ça. On sait qu'avec Ortiz, notamment pour le premier et le deuxième combat, il y avait cette histoire que Ortiz aussi a une fille qui est handicapée. Ouais. Et c'est un lien qui est assez fort entre les deux, ils se respectent beaucoup. Et d'ailleurs, s'il a aussi donné une seconde chance à Ortiz, c'est pour ce lien-là qui les unit. Pour Fury, alors ouais, c'est vrai que c'est assez beau aussi. Il y a beaucoup d'histoires derrière le personnage Wilder qui sont belles à raconter. Fury est au fond du gouffre et ce qui le remotive, c'est qu'il veut aller se challenger et aller rechercher une chance mondiale et il veut viser Wilder. Et Wilder l'aurait toujours encouragé à faire son ascension. Il l'aurait encouragé à revenir en disant ok, on le fera ce combat-là. Et c'est des choses qu'on peut voir aussi si on analyse bien les vidéos où ils se clashent quand ils se parlent. Souvent avant, il y a ça se serre la main. T'as Wilder qui serre la main du père de Fury avant de se mettre à l'insulter. Donc c'est que derrière tout ça, il y avait un grand respect. Il y avait un grand respect entre les deux hommes qui, je pense, maintenant est un peu entaché. Peut-être que dans des années, on parlera de cette relation comme de Ali Frazier. Où maintenant tout le monde dit Ali ça a été un gros connard avec Frazier, peut-être que ça finira pareil, Fury Wilder. Après ça reste de la boxe, c'est des mecs qui montent sur le ring pour se taper dessus, donc voilà, il y a aussi d'autres enjeux qu'on connaît pas forcément, donc c'est plus compliqué que ça. Peut-être qu'ils auront un jour leur trilogie, voilà, je sais pas, ça je peux pas y répondre aujourd'hui, on est encore trop dedans. Mais alors est-ce que j'y croyais à ce combat-là? Je suis parti dans tous les sens. Non mais c'est bien par contre que tu soulignes le personnage et tout, parce que c'est vrai qu'on disait voilà, le mec qu'on voit, le démolisseur, etc., c'est quand même un mec qui a du cœur et qui fait des beaux trucs, et ce que tu dis sur Ortiz c'est hyper vrai et c'est vrai d'être souligné quoi. Donc pardon, je te laisse du coup sur Fury. Alors moi, quand on suit, moi j'ai toujours suivi Fury. Je savais qu'en boxe, il n'y a pas photo. En plus, il a un physique exceptionnel. Mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il tiendrait 12 rounds physiquement. Moi, j'étais persuadé, je le disais avant, on peut retrouver des vidéos de moi qui en parlent, mais moi, je pense pas qu'il aura la condition. En plus, il avait fait des combats de reprise, mais il commençait à se remettre, et ça faisait court le laps de temps. C'est trop court, entre les moments où il reprend et une chance mondiale contre un athlète. C'est-à-dire que Wilder, si tu le couches pas rapidement, c'est un immense athlète. Et lui, il est en condition pour faire les 12 rounds. Il a vraiment un conditioning de malade, et il lui suffit d'une seconde. Et je disais, mais c'est pas possible. Le combat va durer, ça va être difficile pour Fury. Et au final, Fury il tient les 12 rounds et d'une manière exceptionnelle. C'est sûrement le comeback le plus extraordinaire de l'histoire de la boxe. Alors, il y a le comeback de Foreman,
mais Foreman a eu plus de temps pour se remettre. Il a fait plus de combats et il prend pas quand il prend le champion du monde, c'est pas un assassin comme Wilder. Même si la boxe était meilleure, c'est pas un assassin comme Wilder. Donc le comeback de Fury est exceptionnel et pour le coup, c'est fou ce qui fait Fury ce combat-là. Et après, le combat se finit par un nul. Fury va 2 fois au tapis. La deuxième, on pense tous qu'il est mort, que c'est fini. Toi, t'avais noté quoi? Tu pensais qu'il y avait le nul? Tu voyais Fury devant? Tu voyais ça avait été discuté au final? Il n'y a pas de discussion. Fury gagne ce combat. Et surtout, il se relève. Mais comment il se relève? Il se relève? Il finit le round super fort. Ouais, c'est vrai. C'est extraordinaire cette fin de combat qu'il donne. Moi, j'ai sauté de mon canapé. Moi, déjà, comme j'étais pour Wilder, j'étais comme un fou. J'étais avec mon père, je disais, ah, c'est bon. Mais qui se relève et il tabasse Wilder. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ouais, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable. Après ça, du coup, donc il y a donc une revanche qui est prévue. Il y a l'entre-deux combats. Et là, moi, ce qui me marque, c'est je me souviens que je me disais, donc t'as déjà Fury, il galère contre Otto Wallin, donc compliqué, Fury à l'arcade, etc. Wilder, je me souviens qu'à ce moment-là, donc il explose Brésil. Après, il refait le combat contre Ortiz. Il souffre contre Ortiz d'ailleurs, qui le domine pas mal pendant le combat. Et là, pareil, sur un coup, il l'éteint. Et moi, je me souviens que je me suis dit, mais en fait, ce mec-là, c'est en fait vraiment je me suis dit c'est de la triche en fait parce que le mec il suffit qu'il mette un coup et c'est fini, tu vois. Et je me souviens que vraiment je me disais personne pourra le battre en fait parce que il suffit d'une fois, déjà il encaisse comme tu disais, tu vois. Et je me disais c'est pas possible en fait. Enfin, le mec il est increvable donc c'est pas possible quoi. Et donc il était arrivé à ce combat là, je trouve dans cette dynamique là. Je sais pas ce que t'en penses mais c'est marrant parce que Brezel, bon, on imaginait bien qu'il n'y avait pas match, mais bon, il le tape au premier round, mais même quand il tape pas son adversaire au premier round, même quand il est dominé tactiquement par un Ortiz, certes vieux, mais on est chez les lourds. Regardez Povetkin, qui a 41 ans, il a envoyé vindinguer Dylan White, qui a quasiment 10 ans de moins que lui. Donc on est chez les lourds, tout est possible. Tactiquement, il est dominé comme pas possible. Le mec, il fait un 1-2 sans même l'accompagnement des hanches. Le mec, il tombe comme une crêpe. Je dis, mais c'est quoi? J'avais même pas vu le coup. Sur ma télé, je fais, il l'a touché, il a fait quoi? C'est vrai qu'il y a eu des trucs, mais c'est sur quel coup qu'il le touche? Il y a eu un peu ce truc-là aussi, ouais. Et quand je vois le ralenti, je fais, ok. Je vois le ralenti, la tête de Ortiz, la transpiration. Oui. Ouais. Je veux même, devant ma télé, j'ai eu mal. Ah, c'est incroyable. Ce mec, c'est une anomalie dans la boxe. Et du coup, donc, il arrive à ce combat, donc je sens que tout le monde disait, tu sais, Fury s'était pris un truc, s'était fait ouvrir l'arcade, mais salement. Et c'est le débat, c'était il va appuyer là-dessus pour lui refaire péter les points. Il est hyper en forme. C'est sûr que Fury va aller au tapis. Je sens que tous ceux qui regardaient la boxe, qui suivaient, c'était sûr que Fury il allait s'en prendre une. En plus, il avait dit je vais y aller pour le mettre KO, etc. Toi, tu y croyais à cette stratégie pour de vrai ou Je pensais pas que c'était la stratégie de Fury. Parce que moi, j'ai trop connu le Fury un peu calculateur, et c'est ce qu'il a fait contre Klitschko, et c'est ce qu'il a fait contre Wilder lors de leur premier combat. Après, moi, j'étais persuadé dès le premier combat que Fury ne pouvait revenir que meilleur par rapport au premier combat. Parce que je me dis, avec le temps qu'il a eu, il reviendra que meilleur, et il donnera une leçon à Wilder. Dès la fin du premier combat, j'en étais persuadé. Après, le temps a passé, Wilder est toujours aussi impressionnant. Donc, on se dit, mais avec lui, on se dit, mais attends, lui, il suffit d'un coup, comme tu dis. Et il y a un bug, quoi. Alors, son combat contre Otto Wallin, pour moi, ne doit pas être une référence parce que Fury est l'homme des grands rendez-vous. Il fonctionne comme ça. C'est un homme très émotif et qui se transcende pour les grands rendez-vous. Et contrairement à d'autres qui peuvent avoir de la pression pour les grands rendez-vous, ce qu'on a peut-être pu voir un peu chez un Joshua, et encore, parce qu'il a pu montrer aussi qu'il était très blindé quand il le fallait, mais il a eu ce moment de fébrilité à New York. Fury, c'est un exemple, si on doit se dire quel est l'exemple quand on a un grand rendez-vous et qu'il faut que je sois au top, c'est Fury. Fury, il se met comme le plus grand des boxeurs quand il monte sur le ring face à un champion. Et pour ça, il faut dire que ce gars-là est exemplaire, est exceptionnel. Donc, je prends pas son combat contre Otto Wallin comme une référence parce que je savais qu'il y allait pour y aller, quoi.
Et contre Wilder, non, il prendrait pas ça à la rigolade. Mais en plus, il arrive plus lourd encore le jour de la pesée. Ouais. J'avais pas l'impression. Enfin, j'avais des interrogations, mais quand je les ai vus à la pesée tous les deux, j'étais persuadé qu'il y aurait un KO. D'ailleurs, j'avais titré ma vidéo comme ça d'avant-combat en disant c'est sûr, il y aura un KO. Je pourrais pas vous dire lequel des deux. La raison allait vers Fury, mais j'avais aussi l'espoir que Wilder fasse cette folie de le battre par KO. Et puis, masterclass. Ouais, bah donc là, Wilder il prend une punition de ouf. Ouais. Donc toi, le combat, tu le vis comment ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Ah, mais moi, je me suis régalé devant ce combat-là. Moi c'est quand c'est la boxe qui gagne, je suis ravi. Là, on a vu un beau combat de boxe, c'est-à-dire que tactiquement et techniquement, ce que propose Fury, c'est impeccable. Il le cadre, il l'oblige à reculer, il est varié dans sa boxe, il travaille vraiment à l'intérieur, il est vicieux à souhait, vraiment super vicieux, il l'use comme ça d'ailleurs en étant aussi très vicieux, et il annule complètement. C'est pas un mauvais Wilder qui boxe ce soir-là, c'est pas un Wilder qui est venu pour faire n'importe quoi, c'est un Wilder qui est venu pour faire son combat et qui tente des choses, mais il est complètement dépassé par un Fury qui est comme possédé ce soir-là. Fury, il commence le combat en lui courant dessus. C'est déjà ça, personne ne le faisait. Les gens étaient dans l'appréhension face à Wilder parce que tu sais pas par où ça peut arriver. Le mec commence le combat en lui courant dessus. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que là, on y va, mon gars, je vais te marcher dessus. Et Wilder, face à ça, il n'a pas les armes pour répondre. Il n'a pas les armes. Et il les a jamais eues. Tout ce qu'il a, c'est son courage. Et il a montré un courage dans ce combat parce que il prend une leçon et c'est dur en tant que boxeur quand tu prends une leçon comme ça et que en plus tu te fais marteler. Parce que quand tu prends une leçon par un mec comme Floyd Mayweather qui te met la misère, qui s'en va, tu tentes de lui courir après, c'est dur. Les Lomachenko, ils te font abandonner parce que c'est dur. Mais là, tu as un mec qui te fait reculer et qui te martèle. Donc, tu es complètement dominé. Et le mec ne veut pas renoncer jusqu'à la fin. Il veut pas renoncer. Et encore une fois, il a montré un grand cœur. Après, c'est vrai que moi, à la fin, en plus, je me souviens qu'il disait, il se foutait de la gueule de Fury, donc il avait des mains en mousse, que jamais il le ferait tomber, donc il lui met le premier knockdown là, qui lui fait perdre tout son équilibre, tout ça. Et je me souviens que, franchement, en fait, il a été long le combat. Moi, il y avait un moment où, tu sais, ça te fait quand même un peu mal au cœur, tu vois, quand tu le vois, tu sais qu'il arrive plus, qu'il a plus de force dans ses appuis et que du coup, il n'arrivera pas à mettre le coup qui peut le sauver. Pour l'histoire, c'est magnifique, le combat est fou, genre pareil, moi je me suis régalé, mais pour moi ça a duré genre 2 rounds de trop, où tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie de voir une punition comme ça, de voir le mec, en plus t'as un peu, tu vois, cet affect de te dire, c'est un mec qui a sa fierté, qui a son truc, et là le mec se fait démolir quoi. Donc c'est vrai que je trouvais ça un peu dur, donc il le perd parce que son entraîneur, donc Mark Breland, dont il va se séparer, jette l'éponge. Et là, ce que je trouve fou, c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où on passait d'un stade où on avait l'impression que Wilder, il avait le code secret pour gagner n'importe quel combat à n'importe quel moment. Bah là, du jour au lendemain, ça devient Fury, il a genre tu sais, comme si t'avais un casse-tête chinois, et Fury il a trouvé la solution au casse-tête chinois, et à la fin tu te dis ah putain, c'était juste ça. Et je trouve que après, les gens ont très vite oublié, et que Wilder, de terreur numéro 1, c'est devenu le plus nul de tous quoi. Et genre t'avais l'impression que maintenant, ça servait plus à rien, à personne de l'affronter, parce que le mec était devenu nul. Je sais pas si, c'est quelque chose que t'as ressenti aussi, que t'as... Ouais. Il faut qu'on voit si Wilder arrive à faire un retour et comment il va réagir face à son retour. Mais c'est vrai moi le premier, je me suis dit Wilder, à force. La fin de la magie en fait un peu quoi. De quoi ? C'était la fin de la magie en fait un peu. T'as l'impression qu'il nous avait tous hypnotisés, que d'un coup on se réveille quoi en se disant ah putain mais en fait c'est ça quoi. En fait, non, tu vois, justement, au début, je me disais, mais Wilder, il reviendra pas, c'est pas le genre de mec qui se remettra en question, même s'il revient, il aura toujours les mêmes problématiques. Et après, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas pensé comme ça toute sa carrière ? Même quand il gagnait. Donc, Est-ce que c'est étonnant qu'on pense ça maintenant qu'il a perdu ? En réalité, Wilder, toute sa carrière, les gens ont réagi comme ça. Les gens ont dit la même chose à chaque fois, qu'il gagne, qu'il soit champion, qu'il soit sur le toit du monde, et maintenant qu'il perde. Fallait pas s'attendre à un autre discours une fois qu'il avait perdu. C'est vrai. Et c'est pour ça que je me dis finalement, ce mec, il serait capable de revenir. Vu qu'on a toujours pensé ça de lui, pourquoi il reviendrait pas encore ? Tu vois ?
Au final, c'est ce que je garderais de lui. C'est-à-dire qu'on l'a toujours moqué. Bien sûr qu'on l'enterre maintenant. On l'enterre parce que les gens on enterre tous les perdants dans la boxe à chaque fois au final. Ouais, mais lui encore plus. Lui, on a attendu ça depuis qu'il a eu sa médaille de bronze, tu vois. On attendait que le moment où un mec le taperait, on dirait, bah voyez, vous avez dit qu'il était nul. Ouais, mais justement, c'est ça que je trouve pas cool, c'est que les gens se sont engouffrés dans la brèche en disant bah voilà, Wilder était nul, mais en fait Wilder c'est 44 combats, tu vois, enfin voilà, on disait 42 victoires, 41 par KO, le mec, bon, pas tous les adversaires étaient des fusées, mais franchement, il a rien volé à personne. Et à un moment, enfin, tout le monde se chiait dessus, tu vois. Et moi, je vais être hyper offensif dans ce que je vais dire, mais franchement, je le pense, tu vois. Alors ça, je sais que tu vas pas être d'accord avec moi, mais je pense que autant Joshua contre Fury, moi, je pense que c'est Joshua qui va gagner, au moins des deux combats. Mais autant s'il y avait un Wilder-Joshua, je pense que Wilder pourrait gagner, tu vois. Eh ben non, je suis plutôt de ton avis. Moi, j'ai toujours cru que Wilder il pouvait battre Joshua. Je sais plus, j'avais fait une grosse analyse à l'époque, mais comme il y a pas mal de temps qui a passé, je la réécoute, savoir ce que je disais à ce moment-là des deux profils. Mais j'ai toujours cru que Wilder il pouvait le faire face à un Joshua. Donc Joshua, on l'a vu trembler assez tôt dans sa carrière. On l'a vu être fébrile assez tôt dans sa carrière. Alors que Wilder, ça arrivait tardivement. On voit contre Ortiz quand il est quand même à son apogée. Et même s'il est gravement touché, tu le sens toujours en confiance, tu vois. Le doute n'est pas en train de sa tête. Alors que Joshua, on a quand même vu plusieurs fois un moment où on voit dans les yeux qu'il y a un petit doute. Et puis d'autant plus maintenant où c'est un boxeur qui est devenu un boxeur très prudent. Parce qu'il ne peut plus se retrouver sur les fesses, et c'est compréhensible. Donc je me suis dit, il y a ce facteur-là qui peut rentrer dans la tête de Joshua. Et surtout, ce qui a fait la différence pour moi, c'est de voir comment Joshua a perdu et comment Wilder a perdu. Au niveau mental, et ce qu'ils ont montré, je pense que Joshua, même s'il touchait Wilder et de voir un mec qui réagit comme ça, tu te dis, wow, mais attends, le mec, c'est un barjot. Tu en envoies plein la tête et il est là, il veut pas lâcher. C'est quand même assez impressionnant. Et Fury a ce côté-là aussi de venir, d'y retourner. Et c'est pour ça que je me dis, oulala, Joshua, il y a des inquiétudes à avoir de son côté. Après, en boxe, c'est le plus technique de tous. C'est la palette de boxe. Fury est un génie de la boxe. Il a la boxe dans les gènes, dans le sang. Et il fait des choses sur le ring incroyables et il s'adapte à son adversaire. Joshua est le plus beau boxeur, le plus appliqué. Et Wilder est le plus spectaculaire, le plus électrique et le plus puncher. Et avec le plus de cœur. Donc voilà, ils ont tout. Moi, j'aurais aimé voir plusieurs combats entre tous. Tu vois, parce que ça mériterait de voir plusieurs combats entre les boxeurs de cette génération-là. Ça peut encore arriver. Il y a quand même Ruiz à mettre dans l'équation aussi aujourd'hui, qui n'est pas oublié, parce que Ruiz-Wilder pourrait être un très très beau combat. On va en parler. On va revenir. Donc voilà. Mais ouais, non, sinon, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Je dirais Wilder pourrait battre Joshua. Et est-ce que Joshua va battre Fury ? J'aimerais bien. On verra ça. Et mais tu vois, c'est vrai que il y avait toute cette histoire. À un moment, il y a eu des tractations hyper longues sur Wilder-Joshua, le combat qui devait se faire, etc. Et on savait pas trop qui avait peur de qui, machin. Et au moment où Wilder perd contre Fury, au final, Joshua il s'en sert un peu pour dire bah vous voyez, au final, enfin c'est un peu arrivé en mode bah oui, c'était sûr que moi aussi je l'aurais battu, j'aurais fait pareil. Et je trouve que il a joué sur cette ambiguïté et tu te dis c'est pas hyper fair parce que ben moi j'aurais bien aimé le voir. Et du coup ça a cassé l'intérêt de voir un Wilder Joshua où tu te disais bah maintenant le seul truc qu'on veut c'est Fury Joshua quoi. Après c'était surtout le match nul parce que Joshua perd avant que Wilder perde contre Fury. Ah ouais, parce que Wilder il a mis plein la tête quand il perd, je me souviens. Ouais, finalement, ils ont vécu un peu ça au même moment. Moi, ce combat-là mériterait d'arriver quand même entre Wilder et Joshua pour toute leur histoire. C'était tout en parallèle, que finalement, ils aient perdu à peu près dans la même période tous les deux. Donc aujourd'hui, ça mériterait encore d'être vu. Alors, il n'y aurait pas le même truc des boxeurs invaincus. Mais après tout, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on passe à autre chose de cette génération où à cause de Floyd Mayweather, on veut que des invaincus? Oui, c'est vrai, c'est pas pareil. Parce que en termes avec les supporters, c'est vraiment l'affrontement, tout le monde va dire mais non, c'est le mien le meilleur et tout. Mais après tout, pourquoi pas, même s'ils ont vécu ça, c'est aussi beau de voir des boxeurs renaître et c'est ce qui fait le charme de la boxe. Et c'est pour ça que moi je suis un fan de Manny Pacquiao aussi, parce que c'est le boxeur par excellence qui a
qui chaque fois renaît de tes cendres. Donc, voilà, pour répondre à ta question. Mais c'est marrant parce que justement, il y avait une personne sur Instagram qui m'a écrit en me disant t'en penses quoi justement des trucs de Floyd, des invaincus, etc. Et ça pourrait pas la boxe. Je sais qu'on en avait parlé aussi un peu tous les deux. Et c'est vrai que moi j'aimerais qu'on arrête aussi ce délire. Et là en plus, pour le coup, Wilder et Joshua ils ont perdu tous les deux. Donc, rien que l'affiche, tu la vois. Je pense que tous les mecs qui suivent la boxe, tu penses même pas au fait qu'ils aient perdu tous les deux. Tu te dis, mais waouh, le combat quoi. Donc, t'as hyper envie de le voir. Ouais, c'est sûr, mais et après, petit titre en jeu, au moins des deux et un titre, sinon ça va être difficile à organiser. Bien sûr. Et justement, quand on parle de Joshua et Wilder, il y a un point que je trouve intéressant, c'est, on arrive sur un ressort un peu particulier, mais sur le côté psychologique. En fait, je me dis, tu vois, déjà, je pense que c'est très dur à vivre quand toute ta vie, t'as été animé en te disant, je suis un destructeur, je suis un démolisseur, etc. Et que tu te retrouves à perdre. En fait, je disais souvent, quand tu fais de la boxe à ce niveau-là, t'es obligé en fait de penser que t'es le meilleur, de te conditionner en te disant le mec en face je vais l'exploser, parce que si tu te dis pas ça sert à rien d'aller sur le ring. Tu vois, c'est pas comme au foot où t'as une équipe un peu moins forte qu'une autre avec des champions qui va se dire je vais faire leur meilleur résultat possible. Ouais, tu vois. Et t'en parlais aussi pour Yoka, tu vois, en se disant voilà, les mecs ils comprennent pas que qu'un Yoka ils disent moi je veux être champion du monde, mais en fait si le mec il se dit pas ça dans sa tête, fais pas de la boxe à ce niveau en fait, va faire tu vois comme les mecs de l'Est qui vont prendre des chèques et tout, mais si tu veux être un champion, t'es obligé de penser comme un champion. Donc déjà je pense que la désillusion elle est énorme, et je trouve qu'il y a deux ressorts où t'as un Joshua quand il perd, lui il se remet en question complètement, et il aborde le deuxième combat contre Ruiz avec une attitude complètement différente où justement il va retenir des leçons et pas se faire toucher et gagner le combat. Et t'as des mecs qui eux vont choisir de se dire moi je suis dans le déni, j'ai pas perdu, il y a plein d'autres raisons, et qu'en fait il se cloisonne là-dedans. Et c'est ce que Wilder a fait, c'est ce que je trouve Lomachenko fait un peu avec Lopez, où il arrive pas à accepter que il a pas fait le combat pendant cette round, donc le mec perd. Et tu vois, qu'est-ce qu'on doit penser, tu vois, de ce jusqu'au boutisme au final? Est-ce qu'il a raison de continuer à penser comme ça? Est-ce qu'il devrait se remettre en question? Tu vois, je trouve que c'est intéressant, parce que d'ailleurs tu disais ça a toujours été comme ça, Wilder, et ce sera toujours comme ça. Est-ce que finalement, le fait de pas se remettre en question, c'est pas ce qui pourrait le sauver en fait? Ce qui est hyper intéressant à analyser dans la défaite et la remise en rail de Joshua, et la défaite et on ne sait pas pour Wilder, on va analyser un peu comment ça s'est passé pour les deux. Avant ça, je voulais juste revenir sur la phase que tu as dit, la mentalité du champion qui y va pour être le champion du monde. Récemment, j'écoutais un peu Attic parler de son album et de sa manière d'appréhender le rap, et il disait je sais que je suis pas le meilleur rappeur, mais quand je rappe, je me suis persuadé que j'étais le numéro 1, que j'étais le meilleur rappeur du monde, tu vois. Et en fait c'est hyper contradictoire, mais t'es obligé d'être dans cet état d'esprit là, c'est-à-dire que Wilder il sait les défaillances techniques qu'il a, il peut pas en être inconscient, tu vois. Joshua il sait qu'il a toujours eu un menton qui est un peu fébrile. Depuis Dylan White, quand il prend les jambes font fébriles. Après, il en a fait des combats, il en a rencontré des adversaires. Il le sait. Mais ces mecs-là, si ils pensent à ça au moment où ils montent sur le ring, ils sont morts. Ils sont morts. Donc, ils gardent le meilleur d'eux-mêmes pour donner le meilleur. Ensuite, on va analyser un peu la défaite et la réaction. On a Joshua qui perd, et qui après ça, donc les gens lui cherchaient des excuses. C'est pas lui qui a porté juste. Les gens ont sorti plein d'excuses. Il a pris un KO à l'entraînement, il a fait une crise de panique dans les vestiaires, regardez, il était pas bien, il avait des sueurs froides au moment de monter sur le ring. Après, quelques temps après, il laisse passer et il fait une vidéo posée sur un canapé, sur sa chaîne YouTube, où il explique aux gens, il parle du combat, qui prend un certain temps, tu vois, poser vraiment un truc en mode youtubeur, tu vois, je parle à ma communauté. Très classe, toujours. Et à côté de ça, on a Wilder, qui dès la fin du combat se cherche des excuses, remet la faute sur son clan, qui aurait jamais dû l'arrêter, dit que c'était la faute du costume, qui était trop lourd, parle d'une eau empoisonnée, et qui fait une vidéo dans un hôtel, dans le noir, il tient son téléphone, et il raconte je sais pas quelle connerie, il n'y a aucune lumière et tout, on le voit à peine, et il appelle Fury à faire un autre combat. Et ça montre les deux personnalités complètement différentes. Alors, qu'est-ce qui va arriver après pour Wilder? Moi, je pense qu'il reviendra pareil, en mode assassin, pour tuer son adversaire. Et
Joshua, la différence, c'est que lui, comme on l'a vu, bien posé, qui prend du recul, qui sait ce qu'il va dire dans la vidéo, tu vois, qui va mesurer ses mots. Le combat qu'il fait après, il change complètement de stratégie de combat, il prend aucun risque, boxe impeccable, chiant pour les spectateurs, mais boxe impeccable, et il récupère ses titres. Donc on voit les deux profils. L'important, c'est quoi? C'est de être le meilleur de toi-même pour gagner. Joshua a fait en sorte d'être le meilleur de lui-même pour gagner. S'il allait à la bagarre contre Ruiz, ça se trouve, il se serait refait taper. On ne peut pas le savoir. Il ne l'a pas fait, on ne peut pas le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a gagné. Il a empêché Ruiz de boxer complètement. Donc, il a gagné, c'est tout. Il a fait les choses qui lui correspondaient et il a gagné. Wilder, il est comme ça. C'est un mec impulsif, c'est un mec expressif. Il fait sa vidéo à l'arrache et c'est ce qu'il est. Voilà. Mais c'est vrai que ça, justement, je voulais t'en parler. J'avais vachement aimé le podcast que tu avais fait avec Vincent, justement, où tu revenais sur cette vidéo. Je trouvais que l'analyse a été vachement bien. Vous disiez, qu'est-ce qu'il attend de ce truc maintenant, et que je sais plus qui disait justement, est-ce qu'il y a un intérêt à faire ça, et que c'était, en fait, maintenant, c'est peut-être limite sa seule chance, en fait, de continuer à exister, de faire un truc comme ça, parce que il essaie de foutre la merde, en fait, pour que les gens aient envie de se dire, faut que je vois le combat, et le mec, limite, il a rien à perdre en se disant, ça va faire monter les prix du combat, quoi. Le point que je me demandais aussi, c'est qu'est-ce qu'on doit penser, donc parce que il y avait un troisième combat qui était prévu contre Fury, donc Fury qui après Wilder a demandé un délai, Fury a joué dessus du coup, donc il a dit vu ce qu'a déclaré Wilder, je peux me battre contre lui, etc. Donc Fury a mis de côté Wilder. Moi, la question c'est qu'est-ce qu'on doit penser de l'attitude de Fury, le fait qu'il tourne le dos alors que lui il a tourné la main déjà, d'une part, et qu'est-ce que ça veut dire aussi de Fury? Est-ce que quelque part la réaction de Fury ressemble pas un peu à celle de Teofimo avec Lomachenko? Est-ce que Fury a un doute, ou est-ce que on est vraiment dans le truc de toute façon je suis sûr que je le battrai, parce que le combat serait quand même lucratif, la trilogie, et plus ça passe, plus je remarque que les gens ils se réintéressent un peu à ce combat en disant ouais, quand même une trilogie serait pas mal, alors qu'on était tous au début à dire ça sert à rien, ils se referaient éclater, quoi. Fury, médiatiquement, il te pourrira la vie. Donc il dira des trucs du genre je veux plus ton combat, va te faire foutre. Il est comme ça, en fait. Fury, il se foutait de la gueule. Je suis en train de lire son bouquin là, donc c'est un mec qui est comme ça, en fait, sur les réseaux. Il se foutait de la gueule de Klitschko, en face il se foutait de sa gueule. Donc si un jour ils font des conférences de presse avec Wilder, il se foutra de sa gueule en parlant de son costume, de la bouteille d'eau. C'est le genre, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que son envie ou pas d'avoir le combat, je sais pas. Il a besoin de challenge, de vrais challenge. Est-ce qu'aujourd'hui Wilder ça le challenge? Je pense pas trop. Donc peut-être que sur le coup il savait qu'il y avait la clause, tout ça. Donc sur le moment, oui, c'était intéressant. Maintenant, le temps a passé et le challenge qui donne envie à Fury d'aller de l'avant, c'est Joshua. Donc il commence à s'orienter vers ça. Et je pense qu'il est sincère dans sa démarche. C'est pas qu'il veut faire du mal à Wilder. C'est que sincèrement, lui, c'est plus quelque chose qui lui donne la flamme au fond du beat, tu vois. Alors que Joshua, il y a un côté... en plus, Fury, c'est quelqu'un qui est un peu, je pense, complexé par les grands athlètes. Ouais. Et on l'avait déjà vu avec Klitschko et tout. Et donc, il a envie de faire tomber le Joshua qui est la belle figure de la boxe. Tu vois, il a envie d'aller se confronter à ça, de leur montrer que moi, je suis un gitan, je suis un pur d'origine irlandaise, je vais au pub, je bois des bières. Ils s'en vendent beaucoup de ça. Ouais. J'enchaîne les bières, je m'entraîne pas. Il a ce côté-là. Ah, je suis un bonhomme, moi. Et lui, c'est un modèle, c'est un top modèle. Donc, je vais aller le taper, tu vois. Et ça le motive. Ça le motive. Et comme Wilder le motivait parce qu'il voulait taper le mec qui met tout le monde KO. Et c'est un grand champion dans son esprit, Fury. Il veut aller défier le meilleur. Et pour ça, je te dis, Otto Wallin, ça l'intéressait pas. Il veut des champions. Il veut des champions. Et Joshua, aujourd'hui, il est redevenu champion. Et il veut le chercher. Donc, je pense pas que c'est méchant. Je pense que vraiment, il est vers un autre challenge. Et du coup, vu que pour l'instant la trilogie on l'a pas, le dernier point maintenant c'est là où on en est. Donc Wilder, stop ou encore, en vrai. On voit sur Insta qu'il a plus l'air très concerné, il y a ses vidéos avec ses flingues, avec ses verres de vin. Il a quand même 35 ans aujourd'hui. Les gens parlent pas mal d'un combat potentiel contre Ruiz en décembre. Alors, les deux dernières questions, est-ce qu'un retour de Wilder t'y crois? Redevenir champion sera difficile, mais un retour, est-ce que tu y crois? Et est-ce que le combat contre Ruiz t'y crois aussi potentiellement? Est-ce que ça te plairait, ça? J'y crois et ça me plairait, oui.
Est-ce que c'est à faire? Non. Pour les deux, c'est pas une bonne idée. C'est un combat un peu trop risqué pour une reprise. Ils ont tous les deux besoin de se remettre en jambes. Ruiz, j'ai l'impression il change vraiment de discipline de vie. Donc il faut qu'il ait un combat où il peut appliquer sa nouvelle boxe. On parlait de Chris Arreola, ça serait pas mal, tu vois, pour lui, ça serait une affiche sympa. Ça a été annoncé le 1er mai là. Oh, d'accord. Ah, Ouais. Ça, c'est top, ça, c'est top. C'est tombé juste avant qu'on s'appelle, donc. D'accord, ok. Ah bah écoute, c'est top ça. Et non, sinon, qu'est-ce que... Et du côté de Wilder, bah Wilder, je pense qu'il serait motivé quand même. Mais pareil, ça me ferait tellement mal de le voir prendre une trempe contre Ruiz, parce que je vois Ruiz devant quand même. En boxe, ça risque d'être difficile d'aller le chercher, surtout qu'il encaisse Ruiz. Il a montré qu'il encaissait face à Joshua, c'est impressionnant parce que Joshua, ça envoie des sacrés parpaings. Il pourrait gagner Wilder, mais je pense que Ruiz est beaucoup sous-coté aujourd'hui encore. Il est beaucoup sous-coté et les gens se rendent pas compte des qualités de ce boxeur-là. Il va faire mal. Hein. Ouais, mais non, je veux pas avoir ce combat-là, pas pour un combat de reprise pour les deux. Je veux qu'ils reviennent, Ils en parlent en décembre peut-être. Voilà. Nous redonne envie de les voir boxer. Donc pareil, si tu me dis qu'Andy Ruiz est officialisé, c'est super, c'est une très bonne idée. Ça va être une belle fête de le voir boxer contre un Mexicain en plus. Et après, Wilder, du coup, tu prendrais qui? Ce serait qui là dans le tableau que tu mettrais? Surtout que là, il a jamais été aussi longtemps inactif. Là, ça fait 1 an là, plus qu'il a pas boxé. Alors d'habitude, il fait genre 2-3 combats par an, quoi. Donc là, qui pour le relancer? C'est la question de la fin. C'est dur, hein. Est-ce que ce serait pas le vainqueur de Povetkin White par exemple? Non. White, il va viser une. Alors, je pars du principe que White va gagner, mais je les vois pas aller vers un Wilder. C'est pas intéressant pour eux. Il y a pas de titre. C'est des mecs qui envisagent un titre très rapidement. Il faudrait un mec qui en est pas encore là, soit qui a eu ses chances mondiales et qui maintenant il est encore dans le circuit, soit un mec qui est en train de monter, qui est juste et que ça serait un coup de maître pour lui de prendre Wilder. Tony Yoka. Je vois pas les prospects aller le chercher. Yoka, non. Ah, c'est impossible. Après, Yoka, il a dit qu'il a adoré le boxer, Wilder. Ça, ce serait stylé, hein, Yoka Wilder. Là, franchement, je sais pas. J'essaie de me dire un truc qui m'exciterait. Derek Chisora, ça m'exciterait pas tant que ça. Usyk. Bon, pareil, Usyk, il va faire Joyce, donc pas intérêt non plus pour un des deux. C'est pas ça. Là, faut aller chercher plus loin. Hein. Je me dis, mais quel boxeur ramener pour que ça suscite un intérêt et que. Là, je pense que ce sera un combat de reprise, un peu comme Araola, tu vois. Faudrait qu'il prenne un Poulev, limite, tu vois. Ouais, mais c'est pas intéressant. Poulev vient de se faire taper par Joshua. Pour moi, c'est pas un. Et ça qui est dur, tu vois, c'est qu'on dit on voudrait qu'il revienne, mais on n'arrive pas à trouver trop contre qui il pourrait revenir, quoi. Mais tu crois à son retour, du coup, quand même. Je sais même pas. Franchement, je sais même pas. Je sais même pas si là, tu vois, la fin de cette vidéo, je me dis pas, est-ce que ça arrête. Ça m'irait, tu vois. Ça m'irait. Et c'est dur parce qu'il partirait sur une défaite très cruelle. Mais ce qui n'enlève rien à son palmarès où il a perdu contre. Il a fracassé tout le monde jusqu'à perdre contre le mec qui règne un peu aujourd'hui sur la catégorie, quoi, jusqu'à son combat contre Joshua. Il a battu des records, il a égalisé des records de durée, de nombre de défenses de titres. Il est dans l'histoire de la boxe poids lourd. C'est vrai. Ce qui est incroyable. Je vais te noter, je sais plus combien il a fait de défenses de titres. Il en a fait genre 11, un truc comme ça, je crois. C'était énorme. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve pour lui. Après, pour moi, voilà, s'il arrête maintenant, il aura fait ce qu'il avait à faire. Franchement, vu d'où il est parti, pourquoi il l'a fait, on peut être que respectueux, je trouve, de tout ce qu'il a fait. Moi, c'est un boxeur aussi comme toi que j'apprécie. Juste, j'osais pas trop le dire, mais finalement, je pense que le mieux, vraiment, ce serait Joseph Parker. Parce que c'est un mec qui a pris la distance contre Joshua, qui est franchement largement à sa portée, qui vient de gagner. Donc là, il a signé, il va faire mais en vrai, c'est un profil qui, je pense qu'il y a un nom encore intéressant dans le circuit poids lourd, qui n'a pas des défaites non plus ridicules, loin de là, et qui serait pas mal pour un Wilder, ouais. Mais je sais pas, franchement, je suis un peu, je sais
sais pas à quoi m'attendre. Mais comme toujours, en fait, j'ai jamais su quoi m'attendre avec Wilder. En réalité, j'ai toujours été dans cette position-là. Ouais. Qu'il me surprenne. Bon, j'espère qu'il va nous surprendre. Du coup, on s'est tout dit sur ce sujet, je pense. Merci beaucoup d'être venu. Franchement, c'est hyper cool. J'étais ravi de discuter de ça avec toi. C'était top. Et j'espère que ça plaira à tous ceux qui auront écouté ce podcast, qui peuvent s'abonner à la page Antenne Box si ça leur a plu, liker la vidéo, commenter. Merci beaucoup, JC. Et je te dis à très vite pour d'autres discussions et d'autres débats. Avec plaisir. Ciao.